Donc bonjour à tous, je m'appelle Victor Pozobon, je suis ingénieur à la chaire de biotechnologie de Centrale Supélec. Donc c'est une petite unité rattachée au LGPM. On est localisé à Comac, donc je vais d'abord présenter l'entité. Ma légitimité pour venir vous parler ici de ce qu'on fait en machine learning, c'est parce que je suis responsable de l'équipe modélisation. Donc les travaux que je vais présenter, c'est vraiment des travaux collectifs faits par beaucoup d'autres gens que moi. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'auteurs et je citerai les gens au fur et à mesure. Je profite de la slide d'introduction pour remercier Annie et Jules pour l'invitation et plus généralement la structuration des activités IA Machine Learning au sein de Centrale Supélec, qui est quelque chose dont on attend, nous, comment ça s'appelle, beaucoup de choses, avec beaucoup d'enthousiasme, étant donné que vous allez le voir, on est surtout utilisateurs, et donc ce genre d'initiative nous intéresse. Donc la présentation va être divisée de façon assez simple. Tout d'abord, un petit mot sur ce qu'est la chaire de biotechnologie de Centrale Supélec, et ensuite nos activités. Donc on va avoir trois grandes familles d'exemples, des choses qui vont être sur du traitement de signal spectral que nous, on a en biologie, après du traitement d'image, du processing de data, et puis enfin, bien sûr, conclusion et discussion. Donc, on va commencer tout de suite avec qu'est-ce que la chaire de biotechnologie. Donc, la chaire de biotechnologie, c'est en fait un groupe d'environ 35 chercheurs localisés dans ce qu'on appelle le Centre européen de biotechnologie et de bioéconomie. Donc, c'est une unité déportée de Centrale Supélec. On est à côté de Reims, dans une petite localité appelée Pomac. Et pourquoi est-ce qu'on est là-bas? C'est parce qu'en fait, là-bas, vous avez la plus grande bioraffinerie d'Europe. Et on a été implanté, disons entre guillemets, avec la volonté des pouvoirs locaux de venir transférer le savoir-faire et l'excellence de Centrale Supélec aux industriels qui avaient vraiment une forte compétence dans tout ce qui était bioéconomie. Donc notre directeur, c'est Patrick Perret, qui est en fait aussi le responsable de toutes les activités qui vont être vivants au sein de Centrale Supélec. Donc il est au troisième étage du bâtiment Eiffel, secteur vivant. Donc si vous avez n'importe quelle question en ce qui concerne HR et ses activités, c'est la bonne personne. Et c'est le porteur effectivement de notre groupe et c'est lui qui a impulsé la dynamique que vous allez voir transparaître tout au long, qui est celle du jumeau numérique en biotechnologie. Donc, quelle est la mission de notre groupe? C'est tout simplement de partir des biomasses, ce qu'on a au centre. Donc là, on est biomasse au sens très large. On va pouvoir parler micro-organismes, mais aussi biomasse type bois, chanvre, soit pour les déconstruire, les reconstruire. L'idée étant effectivement de ne pas forcément avoir quelque chose de linéaire, mais plutôt d'imbriquer. On peut aller déconstruire un substrat pour chercher un sucre, pour faire fermenter un micro-organisme, pour produire une molécule d'intérêt, par exemple, qui adressera certains marchés. On va parler énergie, pharmaceutique, nutraceutique, alimentaire, ou alors tout simplement déconstruction pour reconstruction, cette fois de matériaux, biomatériaux, et vous verrez des exemples, par exemple, au travers de ce qu'on peut faire avec des panneaux de bois. Il y a pas mal de groupes qui vont avoir ce genre de positionnement scientifique et technique, disons à la fois en France, mais plus généralement en Europe et puis dans le monde. Ce qui nous différencie, c'est vraiment une approche, disons, science de l'ingénieur, qui est mise au cœur de tout ça, et ensuite, par-dessus, vraiment une couche de, disons, apport numérique au sens à la fois classique et maintenant machine learning. Quels sont nos outils pour faire ces transformations et comment dire, cette création de valeur à partir du produit biomasse? On a des choses très classiques qui vont être des transformations physiques, chimiques, et après, en tant que chaire de biotechnologie, on va avoir beaucoup de choses qui vont mettre en œuvre des micro-organismes, et on verra peut-être au travers des... il y a 4 exemples que je vais présenter, et 3 vont tourner autour de micro-organismes, donc c'est vraiment notre force. Et là, on va parler bactéries, levures, micro-algues. On a aussi du champignon sur milieu solide, ce genre de choses. On a fait vraiment, vraiment beaucoup de choses pour le coup. Alors, qui dit beaucoup de choses et 35 personnes veut dire qu'on a quand même une certaine forme de structuration. Donc, on va être structuré autour, disons, de 3 axes thématiques. Un axe biomatériaux qui, là, va faire des choses comme des panneaux d'isolant en bois ou du béton chanvre. Un axe qu'on appelle biotransformation qui va être la mise en œuvre des micro-organismes pour la déconstruction de certaines molécules, mais aussi la production par fermentation d'autres molécules d'intérêt. Et enfin, un axe qu'on appelle l'axe génie des procédés, qui est plutôt sur la partie, disons, technique séparative, parce qu'une fois qu'on a produit ces molécules, le plus souvent, elles sont quand même un peu diluées et il faut un véritable savoir-faire pour aller récupérer ces molécules. Donc, ces axes sont portés respectivement par Pedro Augusto, professeur pour le premier, Rafik Balti, professeur aussi pour le deuxième, maître de conférence Julien Lemaire pour le troisième, et le tout est supporté par l'équipe que j'anime, qui est une équipe de modélisation qui apporte son savoir-faire typiquement pour tout ce qui va être conceptualisation, mise en équation, résolution, visualisation des résultats. Quelques exemples de réalisation de ce qu'on a pu faire. Donc là, c'est quelque chose qui a été porté dans le cadre d'un projet qui s'appelait Vitre-Hydrogène. Donc c'était un projet qui visait en fait à produire de l'hydrogène biosourcé pour alimenter une flotte de véhicules captifs. L'idée, c'était d'arriver à des puretés
en hydrogène qui était très élevé. Et pour le coup, l'HR et le LGPM ont été associés sur la partie épuration de gaz. Ce qu'on a proposé, nous, disons, comme méthode de travail, c'était une méthode à la fois assez ambitieuse, mais aussi relativement, relativement efficace. C'était de combiner des essais faits à petite échelle. C'est ce qu'on a là-bas. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites sur des grains de ZNO, parce que le ZNO permettait de capturer un des polluants de l'hydrogène. Pourquoi faire des essais sur des grains? Grâce à nos outils numériques. Donc on a un exemple ici avec des simulations en 3D, mais aussi avec des formulations particulières mathématiques au milieu. On est capable de prédire le comportement d'un empilement de grains, justement à partir du grain individuel. Et l'idée de tout ça, c'était vraiment designer une manip, designer un épurateur optimal à partir d'expériences qui ne coûtent pas très cher et qui vont relativement vite à petite échelle. Combiner tout ça dans toute notre artillerie mathématique pour prédire le comportement d'un LIEP qui, lui, pourra épurer cette fois des mètres cubes et des mètres cubes de gaz contenant de l'hydrogène. Donc ça a été fait en collaboration avec la société Hafner Energy, qui aujourd'hui déploie la techno aux alentours de Strasbourg. Deuxième exemple de réalisation, pareil, là, une imbrication numérique et expérimentale, on est sur du panneau de bois. Donc, ce qu'on a pour la première vignette, c'est des panneaux de bois qui soit ont été fabriqués, soit qu'on a fabriqués. C'est le genre de choses qu'on peut vouloir produire expérimentalement. Mais derrière, pour aller les caractériser, c'est des choses qui peuvent mettre assez longtemps à être caractérisées, parce que les transferts thermiques, par exemple, à l'intérieur sont relativement longs, les transferts d'humidité sont relativement longs. Et ce qu'il y a d'embêtant, c'est que cet aspect couplé thermique-humidité, sur des matériaux biosourcés, ça va, vous donner une idée de leur durée de vie. Parce qu'à partir du moment où ça commence un peu à chauffer à l'intérieur, que vous avez de l'humidité qui rentre, quand vous refroidissez cette humidité condense, ça crée de l'eau liquide, et cette eau liquide va permettre à des micro-organismes de venir coloniser. Et votre matériau va rapidement être dégradé, beaucoup plus rapidement que ce que vous auriez voulu si votre matériau était simplement resté vierge. Donc, plutôt que faire des tests accélérés pendant des semaines, des mois, voire des années en chambre climatique avec des cycles jour-nuit très rapides, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est prendre ces matériaux, les passer dans une machine un peu exceptionnelle qui s'appelle un nanotomographe à rayon X. Donc, c'est ce qu'on a ici qui permet en fait d'aller voir à l'intérieur de la matière. Donc, ça, c'est pas une photo ici, c'est une reconstruction 3D de fibres qui ont été visualisées avec une précision qui peut aller jusqu'à plusieurs centaines de nanomètres. Donc, on descend en dessous du micron. Derrière, on est capable, avec nos outils numériques, de calculer la façon dont l'humidité et la température vont se propager à l'intérieur. C'est la petite CFD qu'on a en color map. Et de ça, on tire des propriétés physiques et des dépendances des propriétés physiques par rapport, par exemple, ici, à une grandeur explicative. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, ce genre de choses, on est capable de produire des corrélations, de les donner aux ingénieurs, et eux n'ont pas à refaire tout le workflow que nous, on a fait. Donc, notre workflow nous fait gagner du temps et nous permet de produire des outils directement utilisables par les gens qui voudraient déployer ces technologies. Alors, je vous ai parlé un peu d'expérience, un peu modélisation. On a vu beaucoup de modélisation classique. Pourquoi aujourd'hui, on va vous parler de machine learning et d'IA? On s'est positionné là-dessus il y a, disons, 2 ans, peut-être, on est en 2023, donc 3 ans maintenant. On a décidé de prendre ce virage-là parce qu'on sentait bien qu'il se passait quelque chose. Donc nous, on est des gens qui viennent vraiment de la modélisation mécanistique, celle qu'on peut vous enseigner à la centrale, c'est-à-dire des bilans matière, des bilans énergie, des lois cinétiques pour voir comment on rattrape un équilibre. On n'était pas forcément les rois du machine learning, mais au travers des contacts qu'on avait, que ce soit avec des collègues académiques ou simplement de la littérature, on voyait bien que les gens arrivaient à faire un peu plus que ce que nous, on pouvait faire. Et on y a réfléchi, et on arrive à la conclusion que, disons, dans 5 ans maintenant, je pense, 10 ans, il y aura les gens qui en font et les gens qui n'en font pas, et mieux vaut être effectivement dans le club de ceux qui sont capables d'en faire, parce qu'on voit quand même pas mal de bénéfices associés à ça. Typiquement, aujourd'hui, quand on fait une expérience, on va générer des données. On a en général une question précise, donc on va plutôt orienter une donnée pour répondre à cette question, mais on va générer plein de données annexes qui ne sont pas forcément extrêmement intéressantes de prime abord et dont on ne tire pas grand-chose. Par exemple, on fait un bioréacteur, on veut connaître l'effet du glucose sur telle souche pour produire un produit d'intérêt, donc on va augmenter petit à petit la quantité de glucose. Mais à côté, on va avoir du monitoring de pH, on va avoir de la température, si on fait des microalgues, on va avoir de la lumière, ce genre de choses. Et c'est des choses pour lesquelles on récupère des données, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Et en fait, au final, ça crée des bases de données dont on peut aller chercher, dans lesquelles on peut aller chercher
de l'information in fine. Par exemple, si on voit une déviation, est-ce qu'elle est réellement liée à ce que nous, on a fait ou à un autre paramètre qu'on a monitoré? Pourquoi pas. Il y avait aussi des questions qui étaient des questions pour lesquelles les approches mécanistiques sont vite limitées. On verra les exemples sur les nouveaux capteurs qu'on est en train de créer. On se rend compte que si on passe aux outils machine learning et aux outils IA, on est capable de s'attaquer à des problématiques pour lesquelles les approches mécanistiques sont vite limitées. Au travers de cette création, disons, d'informations à partir de nos données, nous, ce qu'on attend, c'est effectivement créer des simulations, des expériences qui soient plus pertinentes. Ça, typiquement, ça peut venir par exemple d'une capacité au travers d'une méthode machine learning à quantifier une erreur. Et si cette erreur est très importante, est-ce qu'on va vouloir faire une manip en duplicate pour venir la limiter? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? On peut répondre à ces questions-là. Et bien sûr, en termes de bénéfices induits qui va avec ça, il y a la connaissance, disons, de tout l'écosystème de la modélisation statistique, qui est un peu un prérequis pour faire du machine learning correctement et qui nous aide à répondre au quotidien à ces questions. Donc, on va passer aux applications. Donc, les applications, c'est des applications qui vont être toutes issues de travaux menés à la chaire. Donc, on va commencer par peut-être celles qui sont les plus importantes aujourd'hui, qui sont nos applications avec les données spectrales. Donc, qu'est-ce que nous, on appelle des données spectrales? C'est des choses qui ressemblent à ça. Donc, en sciences du vivant, les données spectrales, c'est quelque chose d'assez commun. Donc là, par exemple, c'est des extraits pigmentaires issus de microalgues. Donc, on voit qu'il y a globalement on va dire une dizaine d'espèces qui vont contribuer à créer quelque chose de relativement complexe. Et ça, c'est des choses qu'on a assez souvent et de façon assez rapide. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de quand vous étiez plus jeune. Moi, c'était en quatrième, ma première rencontre avec le spectrophotomètre. On m'a donné une cuvette dans laquelle il y avait un truc jaune et on m'a dit, tu le mets dans la machine et ça va te dire à quel point c'est jaune. Et en fait, nous, c'est un outil de routine qui existe dans tous les laboratoires, je dirais, du monde, pour le coup, en biologie, et qui sert à faire énormément d'essais. Parce qu'en général, quand on veut quantifier quelque chose, on a un dosage colorimétrique, et ce dosage va permettre de dire, par exemple, si on a beaucoup de NADPH, disons, un métabolite d'intérêt, ça va être très très bleu. Et on arrive, en allant regarder ce qui se passe dans le bleu, à quantifier ce métabolite d'intérêt. Ça, c'est intéressant, mais ce qu'il y a d'embêtant en fait avec ces approches, c'est que ça prend souvent cette forme-là. C'est-à-dire qu'au final, on a par exemple, donc ça c'est issu du truc précédent, on s'intéresse à la chlorophylle A, ici qui est appelée Ca dans l'équation, et on va utiliser deux features là-dedans pour venir trouver la valeur de la chlorophylle A. Donc les gens ont fait beaucoup de tests et ont montré par exemple que la concentration en chlorophylle A, à plus ou moins 5 à 10%, c'était 16 fois une absorbance, moins 9 fois une autre. Et là c'est, comment dire, ça pose vite un petit problème parce que on se demande comment ces longueurs d'onde ont été choisies. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que slide précédent, on a énormément de données. Là, on a plus de 2000 features. Et au final, on a une prédiction qui se base sur 2 features. Ça, comment dire? Alors, je veux bien qu'il y ait de la collinéarité dans le spectre précédent, tout n'est pas super intéressant, mais on a l'impression quand même qu'on est vite passé à côté de quelque chose. Et donc, nous, c'est c'est sur la base de ce constat-là qu'on a proposé un premier travail. Alors, ce travail, il est sur l'azote. Pourquoi l'azote? Parce que l'azote, c'est super important et, il n'y a pas vraiment de méthode de quantification rapide. Alors, pourquoi l'azote, c'est super important? Les micro-organismes vont les utiliser pour faire de l'ADN, ce qui peut être super sympa pour se répliquer, des protéines et des enzymes, ce qui aide aussi tout simplement à vivre et à proliférer. Donc, c'est quelque chose qui est vital pour les micro-organismes. Et au-delà d'être vital, pour certains micro-organismes avec lesquels on travaille, par exemple les microalgues, la privation d'azote va avoir un effet assez intéressant sur leur métabolisme, ce qui fait qu'elles vont par exemple accumuler des pigments qui ont une valeur commerciale non négligeable. En général, les microalgues, on les voit vertes, et quand on les stresse correctement, souvent avec de la lumière et une absence d'azote, on peut leur faire exprimer des molécules qui vont être jaunes, typiquement la lutéine, ou plutôt rouges, comme la staxanthine. Et là, on est sur du composé biosourcé, donc qui peut passer en alimentaire, qui, comme on s'appelle, en général, est assez difficile à synthétiser chimiquement. On parle de synthèse qui ont des rendements de l'ordre de moins de 1% matière. Donc, les alternatives biosourcées, même si elles sont un peu chères et un peu compliquées, peuvent avoir une véritable viabilité économique. Alors bien sûr, qui dit privation d'azote, quand on est sur un procédé, on voudrait pouvoir suivre cet azote pour savoir à partir de quel moment elles n'en ont plus et à quel moment on peut par exemple dire il n'y a plus d'azote, c'est le moment de mettre la lumière à fond pour surexprimer le pigment d'intérêt.
Le suivi d'azote, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il existait deux méthodes dans la littérature. Une première qui est relativement rapide, on l'a en 5 minutes, mais les gens expliquent que c'est totalement peu fiable. Vous êtes à plus ou moins 400%. Enfin, je veux dire, ça vous donne une valeur négative, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Bon, d'accord, ça venait du monde de l'écotox. On parle de gens qui sont sur des bateaux, qui récupèrent un peu d'eau, qui veulent voir combien il y en a, ils ont la réponse tout de suite. Alors, ils le disent eux-mêmes que ce n'est pas super fiable. Deuxième méthode, c'est une méthode qui demande un analyseur de type chromatographie ionique. Donc là, on passe sur une colonne, on ne sait pas, on passe devant un détecteur. Quand tout va bien, entre la préparation de l'échantillon et le passage, c'est 1 heure pour votre œil. 1 heure à l'échelle d'un procédé biotech. Des fois, ça peut être un peu long. Pour les microalgues, je ne vais pas vous montrer. Acceptable. Le problème, c'est plutôt qu'en fait, cet analyseur, il coûte extrêmement cher. Il y avait un technicien qui est très compétent. Et en fait, en général, il tourne en permanence. C'est-à-dire que vous avez préparé votre échantillon, vous arrivez devant, et la réponse, vous ne l'avez pas dans la demi-heure, c'est vous l'avez dans 8 heures, 12 heures, si vous avez de la chance. Et si vous n'avez pas de chance, vous l'avez dans 36 heures, parce qu'il y a quelqu'un qui a passé tous les échantillons de son bioréacteur juste avant, et vous faites la queue, quoi. Chacun n'a pas une chromatographie unique. Et donc, nous, on est parti d'un constat qui était que, comme les pigments qu'on a présentés précédemment, l'azote a une propriété très particulière. C'est que quand on va aller chercher dans l'UV, donc là, typiquement en dessous de 250 nanomètres, les molécules qui contiennent de l'azote absorbent énormément la lumière. Le rayonnement, on ne va peut-être pas forcément parler de lumière dans l'UV, mais absorbent énormément le rayonnement UV. Là, on a deux espèces qui sont les nitrates NO3- et les nitrites NO2-. Ce qu'on voit, c'est que quand on met à peu près à l'échelle leur spectre aux alentours de 1 vers le maximum, les autres espèces constituent du milieu. Par exemple, la pollution liée à tout ce que les micro-organismes peuvent relarguer, ce qu'on appelle ici dissolved organic matter ou DOM, même quand on la multiplie 100 fois, on a quand même un signal qui devrait nous permettre de discriminer nos espèces d'intérêt. Alors, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'allait pas forcément faire ça un peu à l'ancienne. Il y a plein de pics, c'est quelque chose qui est compliqué. En plus, les échantillons peuvent varier d'une culture à l'autre. Donc, on a opté pour une approche machine learning. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en fait une base de données où d'un côté, donc c'était Alissa Moreau qui a fait ça, elle a fait pousser des microalgues sur différentes sources d'azote. Donc là, on parle de quelque chose où il y a peut-être une dizaine d'expériences, 260 samples qui ont été pris. Et elle les a analysés d'un côté au spectrophotomètre et de l'autre avec notre analyseur relativement long, très cher, très technique, mais extrêmement précis. Et ça nous a créé une vraie base de données où on avait des features en input qui étaient en fait ce spectre-là, et en output les concentrations en azote. Donc le workflow qu'on a utilisé, c'était un workflow qui est globalement assez performant, a priori dans la littérature, pour traiter ce genre de choses, c'est-à-dire une méthode partial least square, on la reverra un peu après pour traiter d'autres spectres, elle marche vraiment très bien. Derrière, on a hybridé ça avec des méthodes un peu stochastiques, typiquement algorithmes génétiques et essaims de particules, parce que l'idée, c'était en fait de ne pas simplement obtenir la meilleure prédiction possible, mais rendre notre prédiction robuste. Parce que ce qui se passe souvent en biotech, qui est assez embêtant, c'est que vos échantillons, ils n'ont pas toujours exactement la même tête. Vous voulez peut-être des fois changer de substrat. Vous voulez éviter de reproduire en permanence la même chose, vous voulez éviter d'être prisonnier d'un jeu d'apprentissage qui, au final, serait peu généralisable. Donc, la technique qu'on a utilisée, in fine, c'était ce genre de méthode de machine learning avec un critère qui est un critère d'information. Donc, c'est des critères qui sont des métriques, typiquement, alors pour ceux qui connaissent, vous connaissez sûrement la SSE, la MSE, tout ce qui va être mean average error. Là, on est sur un critère qui prend ce genre de choses, mais qui en plus rajoute le nombre de paramètres utilisés et qui va pénaliser. C'est-à-dire que si vous avez une très bonne SSE, mais avec un nombre incroyable de paramètres, vous n'êtes pas forcément aussi intéressant qu'un modèle qui fera peut-être moins bien, disons 10% moins bien, mais qui aura 4 fois moins de paramètres. Lui, on sent déjà qu'il est beaucoup plus robuste, et c'est ce que nous, on a été chercher, ce meilleur compromis. Donc, on a fait tout ça. Donc ici, on a des choses comme le press ou la Live One Out Cross Validation, et ce qu'on voit, in fine, c'est qu'on arrive assez vite à une stabilisation. Donc là, quand on regarde bien, on se rend compte que 3 ou 4 longueurs d'onde en termes de métaparamètres devraient faire l'affaire. Après, il y a la question de la sélection de ces métaparamètres, mais on laisse tout ça à l'algorithme, je ne vous embête pas avec les détails. Et in fine, qu'est-ce qui se passe? Donc nous, ce qu'on a choisi, c'était un algorithme avec 3 longueurs d'onde, parce que plus robuste que celui avec 4 pour une précision équivalente. Et on a décortiqué tout ça. Et donc, quand on décortique ça, on voit que l'algorithme de machine learning, le premier truc qu'il fait, c'est choisir
une longueur d'onde qui correspond au pic des nitrates. Bon, ça, d'accord, n'importe quel humain l'aurait fait. Moi, je dois vous avouer que si j'avais dû le faire en tant qu'humain, j'aurais sûrement été choisir le deuxième pic là-bas et j'aurais été bien embêté pour ma troisième longueur d'onde. Et lui, de façon un peu plus maligne, en fait, il a été choisir, par exemple, en longueur d'onde numéro 3, un endroit où seule la deuxième espèce va contribuer. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, on est au pied du pic avec seulement le nitrite. Et enfin, une troisième longueur d'onde, celle qui est marquée 2, qui, elle, en fait, prend en compte les deux espèces pour pouvoir typiquement les ségréger quand on est en mélange. Donc ça, c'est ce que ça donne. Donc sur le jeu d'entraînement, ça marchait très bien. La question, ça a été en validation. Et c'est ce qu'on a, comment dire, c'est ce qu'on a ici. Donc là, typiquement, on a notre, comment s'appelle, notre prédiction contre la mesure expérimentale. Et ce qu'on voit, c'est que pour nos deux espèces, donc là, on est sur des datas qu'on n'a vraiment jamais présentées dans notre algorithme, on est capable d'avoir une prédiction qui est le plus souvent à 10% près. Donc là, on est très content. Donc, nous, on a été un peu plus loin que ça. On a sorti les équations. Et aujourd'hui, si vous vous souvenez de la première équation que je vous ai montrée pour la chlorophylle, on a la même pour aller quantifier nos espèces azotées et on l'utilise en routine dans le laboratoire. Parce que là, on a globalement la précision de notre analyseur extrêmement chère avec un temps de préparation qui est de l'ordre de 5 minutes. Donc ça, c'était quelque chose de, comment dire, un premier pas dans le monde du machine learning. On est allé un peu plus loin ensuite avec des choses plus ambitieuses. Donc là, on est sur les travaux de Ning Yang, Cédric Guérin, dirigés par Patrick Perret. On est sur du suivi de culture, là aussi sur des méthodes spectrales, mais on va être sur quelque chose qui va être en ligne. Donc, quel est le principe de base de ce truc-là? En fait, on a un bioréacteur. Donc, le bioréacteur, c'est une cuve dans laquelle on a des micro-organismes pour faire pousser. Pour pousser, ces micro-organismes, ils vont avoir un substrat. Donc, nous, typiquement, le substrat, ça va être du glucose. Là, on est dans un cas un peu académique. On va avoir un produit. Ce produit, ça va être de l'éthanol issu de la fermentation par des levures de ce glucose. On va venir utiliser une sonde immergée qui est basée sur une technologie qui s'appelle la technologie Raman. Donc, c'est quelque chose qui est capable de vous sortir un spectre des signatures chimiques des molécules présentes à l'intérieur du milieu pour, par exemple, vous dire que oui, il peut y avoir tel signal dans telle plage de longueur d'onde qui pourrait vous faire penser à du glucose. Ça, c'est ce que va vous donner le signal de base. L'idée, c'était d'aller un peu plus loin et d'utiliser ces signaux donc, qui ressemblent typiquement à ça. Donc là, on a de l'éthanol, là, on a du glucose, pour pas seulement détecter la présence de molécules, mais utiliser l'amplitude des pics qu'on a ici pour venir quantifier ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait, comme précédemment, un jeu d'entraînement. Donc là, on a des milieux modèles qui ont été recréés par le doctorant. Donc, en général, c'est des milieux qui sont assez chargés. Donc, on a de la peptone. La peptone, c'est principalement des acides aminés. Du yeast extract, donc là, c'est un mélange d'un peu tout. Et une quantité de glucose et ou d'éthanol connu. Et on fait, on fait ces mélanges. On fait l'apprentissage sur ces mélanges-là. On utilise deux approches de machine learning. Une qui est relativement frugale, qui est simplement une régression multilinéaire. Donc ça, pareil, on ne choisit pas forcément les features a priori, on laisse l'algorithme les choisir et lui nous sort les features les plus pertinentes. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est en général très peu gourmand en données. Ça a une certaine robustesse. Après, forcément, ça peut vite être limité sur des cas complexes. Et on utilise aussi en parallèle un algorithme qui est un algorithme de partial least square. Donc là, comme précédemment, un algorithme un peu plus compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que lui, on peut aussi lui faire avaler l'intégralité du spectre. Donc là, on n'est pas simplement limité à un nombre restreint de longueurs d'onde, mais on donne carrément l'intégralité du spectre. Et on leur fait, et on les fait apprendre. Une fois qu'ils ont appris, vient le moment de la confrontation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les confronter aux données expérimentales? On ne reprend pas notre base d'apprentissage, mais on lance un véritable bioréacteur. Donc, c'est ce qu'on a ici. Le spectromètre Raman, il est à gauche pour vous. Au milieu, on a la cuve qui est le bioréacteur. La cuve est enroulée dans de l'aluminium pour éviter une perturbation associée à de la lumière extérieure, parce que le Raman est quand même une technologie qui mesure l'optique. Et ensuite, à droite, on a l'unité de contrôle du bioréacteur. Donc, le doctorant fait sa fermentation et il récupère toutes les quelques secondes, en fait, le spectre Raman. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc là, on a énormément de spectre Raman. Et a posteriori, donc, on va
présenter les échantillons qui ont été pris au cours du temps, donc les échantillons, c'est les petites croix, à notre analyseur. Donc, on a un analyseur qui, lui, va nous dire quelle quantité de sucre on a à l'intérieur, quelle quantité d'éthanol on a à l'intérieur, et on va confronter ça avec les prédictions que fait le modèle, la régression multilinéaire et la PLS. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on arrive, avec ces technologies-là, à avoir un suivi qui est quand même un suivi de très bonne qualité. Alors, visiblement, la régression multilinéaire marche un peu mieux sur l'éthanol, là où la PLS marche un peu mieux sur le glucose. Mais on arrive avec ça à avoir des choses qui nous permettent d'ouvrir la voie à du contrôle de bioprocédés. Parce que là, vous êtes sur quelque chose où vous avez la réponse en quelques secondes. On n'est pas à attendre 8 heures ou le lendemain à sortir les échantillons du congèle et à se dire à quel moment j'aurais dû, par exemple, arrêter ma run parce que j'avais plus d'éthanol, parce que j'avais plus de glucose et que mon éthanol était maximal. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, disons, nos premiers travaux qui sont certes sur de l'application, mais vraiment sur des choses qui nous débloquent sur des procédés et nous ouvrent, comment ça s'appelle, des perspectives de contrôle et de design qui, comment ça s'appelle, qui sont très très prometteuses. Deuxième chose qu'on fait, cette fois plutôt IA, donc ça c'est, je suis absolument pas spécialiste, c'est les travaux d'Omar Bayoumi. Donc là on est sur typiquement quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Sur un plan mécanistique, le traitement d'image aujourd'hui, je pense qu'il y a plus grand monde pour en faire parce que les méthodes type IA sont quand même vraiment beaucoup plus performantes. Donc là, c'était dans le cadre d'un hackathon auquel Omar s'était inscrit. La problématique, c'est une problématique industrielle issue d'un benchmark allemand. Donc, c'est un procédé où on a en fait une colonne d'extraction de gaz liquide. Donc, c'est l'instrument qu'on a sur la gauche. Cette colonne met en fait en contact un gaz qui va vouloir transférer une molécule d'intérêt au liquide. Et on a deux types de fonctionnement. On a le fonctionnement où tout se passe bien. Au milieu, on a de toutes petites bulles, une très grande interface, et avec ça, un taux de transfert qui est assez important. Le problème, c'est que on ne sait pas forcément pourquoi, mais de temps en temps, la colonne passe dans un autre régime qu'on appelle du flooding. Donc là, tout devient chaotique, on a énormément de bulles. Alors, le gros problème associé à ça, c'est qu'on déstabilise l'interface et on perd énormément d'efficacité de transfert. Et l'idée, c'est que quand la colonne est dans cet état-là, on baisse un peu le gaz, tout se calme, et après, on peut recommencer à opérer correctement. Bien sûr, c'est facile à dire. Maintenant, pour avoir une régulation en live de ce truc-là, il faut mettre une caméra, il faut avoir un algorithme capable de détecter ça, et donc, ça veut dire du traitement d'image. Alors, pour ce workflow, Omar et son collègue, je crois que c'était Raphaël, ont développé un algo qui était basé effectivement sur des réseaux de neurones. Donc là, on a une petite image issue de sa publi. Le traitement d'image par réseau de neurones, c'était pas forcément extrêmement novateur, mais là où Omar et Raphaël ont eu une idée qui était plutôt une bonne idée, c'est que en général, quand vous avez des réseaux de neurones pour traiter des images, vous avez toujours une partie réduction. Vous avez une image, disons, 1080 par 1080, et peut-être que vos 4 premières couches de réseau, ça va être prendre des blocs 6 par 6 pour réduire le nombre de features. Et plutôt que laisser le réseau faire ça lui-même et caler les biais et les poids et les biais associés, l'idée d'Omar et de Raphaël, ça a été de vraiment imposer cette étape de redimensionnement d'image avec ce qu'on a ici, c'est-à-dire typiquement un abaissement assez important de la résolution. Pourquoi faire ça? Mais parce qu'en fait, ce qu'il y a d'embêtant dans votre colonne, c'est que vous récupérez une image. Quand vous êtes en train de faire votre benchmark sur votre ordinateur, le temps d'inférence, vous vous en moquez un peu. Mais quand vous êtes industriellement en train d'opérer la colonne, vous ne voulez pas un temps d'inférence de l'ordre de 30 secondes, 1 minute, 10 minutes. Et donc, vous voulez quelque chose qui va relativement vite. Et imposer typiquement ce genre de choses a priori avant d'entrer dans un réseau de neurones permet de raccourcir la différence et de raccourcir aussi, pour le coup, le temps d'entraînement. Donc, ça, c'était leur proposition. La question, c'est est-ce que ça fonctionne? Donc là, on a typiquement sur les deux jeux d'entraînement qui leur avaient été donnés les matrices de confusion de l'algorithme. Donc, on voit qu'on est quand même vraiment pas mauvais. Et, alors, si tout va bien, j'ai la petite vidéo qui va bien. Donc, en somme, ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés un peu plus loin. Ils ont montré effectivement qu'il
Ici, on a la qualité de la prédiction en fonction du resizing de l'image. Et bien sûr, tout, comment s'appelle, il y a un compromis. Plus on resize, moins on est précis, bien qu'on reste relativement bon. Mais bien sûr, si on a quelque chose de très fin, il va falloir beaucoup de paramètres. Et, et un temps d'entraînement et d'inférence qui vont être plus long. Ils sont allés encore une fois un peu plus loin au-delà de la simple décortication. Ils ont produit cette petite vidéo qui est en fait quelque chose d'assez intéressant, c'est que on a la colonne dans les deux états et on voit en fait l'activation de l'algorithme au moment où il détecte les effets de flooding. Donc là, ça fonctionne relativement bien de ce côté-là. On voit que on a assez peu de parties qui est catégorisée comme étant en flooding. Et ici, on a assez régulièrement des choses beaucoup plus intenses. Donc là, typiquement, ça que vous avez vu flasher, c'est probablement un faux positif, qui leur permettent en fait de catégoriser ça comme une conduite à problème. Donc, ça a quand même été reconnu, c'est quand même quelque chose qui a plutôt bien marché, et ils ont fini deuxième pour un benchmark international. Donc, c'est en vrai, globalement, plutôt une belle perte. Donc là, pareil, c'est quelque chose qui nous permet, nous, de nous attaquer à des problématiques pour lesquelles on était réellement désarmés avant de se mettre à l'IA et au machine learning. Je veux dire, aller faire ça de façon mécanistique, j'aurais juste jamais essayé. Dernière partie, une partie un peu data processing. Donc là, c'est un des derniers trucs qu'on fait. Globalement, tout à l'heure, je vous ai parlé de micro-organismes, de micro-algues, et des fois, effectivement, on les stresse pour leur faire exprimer des pigments. Donc là, par exemple, on a l'expression d'un pigment jaune qui est la lutéine. Donc on a la version non stressée à gauche, et après, on a 2 tubes de micro-algues qui ont subi un traitement un peu abrupt, mais qui a visiblement réussi en termes d'induction de la production. C'est les mêmes cellules. Sauf que pour faire ça, on est obligé de bien calibrer à la fois la carence en azote et la quantité de lumière qu'on leur envoie. Et ça, quand on les pousse à l'extrême, ça pose des questions qui vont être des questions de viabilité. Parce que sur tous ces procédés à 2 étapes avec une table de stress, vous voulez que le stress soit suffisamment intense pour créer une réaction qui permette d'accumuler dans des quantités importantes ce métabolite, mais vous ne voulez pas pousser le curseur trop loin parce qu'après, le micro-organisme meurt et vous perdez un peu tout ce que vous avez fait. Et la question en fait du suivi de viabilité des cultures, c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles, mais pour lesquelles on a un bel outil. Donc c'est un outil issu du monde médical qui s'appelle un cytomètre en flux. Donc un cytomètre en flux, c'est quelque chose qui va prendre les cellules, les individualiser dans une veine microfluidique qu'on a là-haut, et les faire passer une à une devant un laser. Donc ce laser va avoir 2 interactions avec les micro-organismes. Une interaction plutôt de type diffraction, diffusion, où on va avoir en fait une déviation physique du laser, mais aussi une interaction avec les molécules présentes à l'intérieur des cellules, et par exemple, exciter des molécules à une certaine longueur d'onde qui vont se désexciter et on va pouvoir récupérer des signaux en fluorescence. L'intérêt étant de venir amener à l'intérieur de ces cellules des marqueurs qui sont par exemple des marqueurs de viabilité. On a par exemple de très bien qui fluorescent très fort et qui s'intercalent avec l'ADN. Quand vous mettez ça dans la culture, les microalgues qui ont une ADN ou un ADN acide, un ADN accessible, c'est quand même pas bon signe en termes de viabilité. Quand vous êtes un eucaryote, vous avez un noyau, c'est pas censé être si perméable que ça. Et donc nous, ça nous permet en fait comme ça de savoir si les microalgues sont plutôt vivantes ou plutôt mortes. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc, on a des signaux physiques, donc c'est les 2 premières, vignette bleue, vignette noire, et après des signaux en fluorescence sur différents marqueurs. Donc là, on a un marqueur qui va s'intercaler avec l'ADN, donc plutôt un marqueur de mortalité, et on a un marqueur qui réagit aussi avec l'activité des enzymes, donc là, plutôt un marqueur positif de viabilité. On a 5 dimensions, donc les 3 petits, les 3 bar charts. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en médical, ils montent sans problème aujourd'hui à une vingtaine de dimensions par cellule, ils récupèrent les choses sur plein de canaux. Nous, c'est encore une technologie qui émerge en biotech industrielle, donc 5 dimensions, c'est déjà pas mal. Et 5 dimensions, en fait, c'est déjà problématique. Parce que représenter 5 dimensions dans l'espace pour aller identifier précisément les cellules vivantes des cellules mortes, c'est pas évident. L'humain, en général, ce qu'il aime bien faire, c'est la 6e vitesse qu'on a là, c'est des plots 2 dimensions à 2 dimensions pour voir les groupes qu'on peut avoir. Et donc, la bonne pratique pour traiter un reading de cytométrie, c'est de prendre cette carte 2 dimensions par 2 dimensions, regarder les clusters qu'on peut avoir ici,
les croiser sur toutes les dimensions, c'est-à-dire quand vous avez 5 dimensions, vous vous retrouvez à faire déjà 4 ou 5 couples par essai, et derrière, ben, vous bien confirmer que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est vivant et c'est mort. Et comment est-ce qu'on fait ça à la fin de l'histoire? Eh bien, on va faire un petit contour avec un pointeur sur la machine qui, lui, va nous dire, bah ouais, tout ce qu'on a là-dedans, ben, je le labelle comme vivant ou je le labelle comme mort. Donc ça, c'est bien. C'est un analyseur très puissant, c'est un analyseur qui n'a pas besoin de beaucoup de matière, ça va vite, c'est plein de qualités. Par contre, ça pose quand même vachement de questions. Typiquement, il y a quelque chose qui est réel, c'est le biais utilisateur, qu'il soit intentionnel ou non. Le fait de changer d'utilisateur change la façon dont les gens vont, par exemple, évaluer le contour qu'on avait entre les cellules mortes et les cellules vivantes. Il y a quelque chose de peut-être un peu moins avouable, c'est que des fois, on est sur des cas qui ne sont pas aussi clairs que les cas présentés ici, et vous pouvez avoir une tendance à aller entourer du bruit parce que ben, c'est plus ou moins ce à quoi vous attendiez, donc vous êtes un peu flex avec la machine. C'est pas super honnête. Vient ensuite un autre aspect, c'est que ben, il faut démarrer la machine, c'est un peu long, donc on est sur quelque chose qui est vite, qui prend vite beaucoup de temps, parce que quand on fait une analyse, on n'en fait pas qu'une, on en fait 7, 8, et au final, on se retrouve à passer 2 heures à mettre des graphes dans tous les sens et à aller faire des petits ronds autour des clusters. C'est répétitif, c'est pas marrant, et en plus, ben, au bout de 2 heures, je vais pas vous mentir, des fois, on fait des erreurs, on reporte mal qui est qui en termes de valeur, et puis après, on se retrouve à y redescendre parce qu'on a regardé les données, on les reprocesse. Donc là, on s'est quand même dit, bon, ben, c'est pas tout ça, mais détecter des clusters, il y a des super algos qui font ça super bien en machine learning. Et donc, on va peut-être essayer parce que les bénéfices qu'on attendait, ben, c'est déjà le fait d'être scriptable, le fait d'être objectif. Votre algorithme de machine learning, il a un métaparamètre qui vaut 12, il restera à 12, quoi qu'il arrive. Et le fait de pouvoir gérer n dimensions en une seule fois, c'est aussi quelque chose qui nous intéressait beaucoup. Et donc, on a utilisé un algorithme qui s'appelle DBScan, qui est en fait un algorithme de recherche de proche en proche. Donc, il est assez facile à illustrer, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc, vous avez des points que vous avez récupérés, admettons votre analyse cytométrique, et que fait l'algorithme? Il va sélectionner un point au hasard, et sur la base de 2 critères, qui sont un critère de distance et un critère de nombre de points, il va être capable de vous les catégoriser, soit en point de cœur, soit en point de frontière, soit en bruit ou outlier. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend son point, il regarde à une distance, qu'on appelle EPS, ici, si vous avez un nombre minimum de voisins, ici par exemple, que j'ai mis à 5. Et si c'est le cas, vous allez compter comme étant le cœur d'un cluster. Donc, à partir de ce cœur de cluster, il va aller chercher un autre voisin à côté, il va regarder si ce voisin vérifie ce critère. C'est le cas. Et donc là, il dit, j'appartiens au même cœur de cluster. Et je continue. Et à un moment, j'arrive en fait à sélectionner un voisin qui, lui, est certes relié à mon cœur de cluster, sinon je ne l'aurais pas choisi, mais qui satisfait plus ce critère. Donc là, on est probablement sur une frontière. On va donc aller chercher à côté, c'est une autre frontière. Et ainsi de suite. Et comme ça, on arrive in fine à catégoriser tous les, tous les éléments. Donc, on a fait ça avec nous un benchmark. Donc, sur ce benchmark, on a regardé ce que donnait l'algorithme. Et voilà ce qu'il nous donne. Donc, on a la population totale. Il est bien capable de ségréger les cellules mortes d'un côté, les cellules vivantes de l'autre. Donc, on peut dire que excusez-moi, la preuve de concept fonctionne plutôt pas mal. Alors, bien sûr, là, se pose une question, c'est j'arrive à retrouver mes clusters, mais est-ce que c'est vraiment la bonne quantité de cellules? Donc là, on a fait un benchmark un peu marrant. On a pris des mélanges contrôlés de cellules vivantes et de mortes. Donc, on a 20, 25, 40, 50, 60, 75, 80. On a d'un côté la valeur du contrôle. On a pris 3 opérateurs humains qui ont suivi à Grosswood parce qu'on leur a dit qu'ils allaient se battre avec la machine. En vrai, j'en ai fait partie et on est super objectif et ultra honnête et on passe 20 minutes par truc là pour être sûr de pas, de pas prendre une rouste par le DB scan. Et donc, on a fait ça à 3 et on a comparé les résultats. Donc, on a à gauche la comparaison absolue. Donc, on voit que, oui, tout le monde s'en sort. Donc, les humains prédisent bien, l'algorithme prédit bien. Si maintenant, on va regarder plus en détail, c'est-à-dire l'erreur de prédiction par rapport à l'incertitude, c'est le graphe qu'on a ici. On se rend compte qu'en fait, l'algorithme, globalement, prédit aussi bien que les humains. Quand il y a une erreur qui est supérieure à l'erreur de mesure, enfin à l'erreur expérimentale, en général, les humains font la même. Donc, ce que ça veut dire, c'est que soit il y a une réelle erreur de manip, mais dans tous les cas, le biais induit par l'algorithme est un biais qu'on aurait pu faire en tant qu'humain, donc il n'y a pas trop de regrets à avoir. Et en plus, maintenant, si on prend sur tout ce dataset, la déviation moyenne, c'est moins de 0,25%.
sachant qu'encore une fois, c'est quand même assez difficile de dire si c'est les humains qui se sont plantés ou l'algorithme, étant donné l'écart. Et donc avec ça, nous, on était contents. Bien sûr, la question qui se pose, c'est un des éléments que j'ai introduit un peu précédemment, c'est la question de la robustesse. Parce que qu'est-ce qui va se passer demain quand je vais mettre des micro-algues qui seront restées quelques heures de plus? Est-ce que si j'ai un décalage de mes clusters ou qui sont un peu moins denses, j'arriverai avec mes métaparamètres à les récupérer? Donc là, ce qu'on a fait, c'est on a fait une cartographie où on a en fait les deux métaparamètres qui sont les densités des clusters de vivantes et de mortes, et on a regardé la SSE, donc l'erreur. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a une espèce d'énorme cuvette en mauve ici, où peu importe la valeur du métaparamètre de densité qu'on met, l'algorithme est capable de produire une prédiction qui est globalement de très très bonne qualité. Et donc ça veut dire qu'on peut prendre l'algorithme, on se met au milieu de la cuvette, et tant qu'on va lui passer des données qui sont des données globalement sur lesquelles il a vaguement appris, donc micro-algues qui ont été traitées de la même façon, même si ces données dévient, l'algorithme vous donnera une qualité de prédiction qui sera globalement tout le temps la même. Et donc ça ouvre la voie à ce qu'on voulait, c'est-à-dire du traitement automatique, où on récupère les fichiers de l'analyseur, on l'envoie dans notre routine Python, et il nous sort le pourcentage de vivantes et de mortes pendant que nous, soit on va prendre un café, soit on écrit notre prochaine super pub. Voilà. Donc ouais, et oui, ça je l'ai déjà dit. Donc en conclusion pour nous, la chaire de biotechnologie, on est surtout quand même des utilisateurs du machine learning et l'IA. Comme vous avez pu le voir, il n'y a aucun développement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des outils qui sont sur l'étagère, on fait des workflows qui des fois sont un peu compliqués, mais in fine, on les applique. On les applique à quoi? Des nouvelles expériences, des nouveaux, comment ça s'appelle, des nouveaux capteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on croit beaucoup, parce que ça a un effet boule de neige. Vous créez de nouveaux capteurs, vous générez plus de données, vous êtes capable de faire du meilleur machine learning. Ça nous permet aussi d'améliorer notre capacité à processer nos datas. Typiquement, c'est le dernier exemple qu'on a vu. En termes d'application, il y a des choses que je n'ai pas présentées, mais on est capable aussi d'explorer des données qui sont des données multidimensionnelles, complexes, avec beaucoup de, par exemple, d'éléments conflictuels. Quand vous agglomérez ce que la littérature scientifique a dit sur quelque chose, ce n'est pas forcément évident a priori de l'investiguer. On utilise aussi des outils de machine learning pour ça. Et effectivement, on applique ça principalement aujourd'hui aux bioprocédés ou à l'analyse de micro-organismes. Les perspectives pour nous, aujourd'hui, la data, pour tout ça, c'est le nerf de la guerre. Donc, on est vraiment en train de transitionner vers un état d'esprit où on va essayer de créer un maximum de données. Quand on pense expérience, on commence à vraiment penser génération de données en masse, c'est-à-dire plus simplement avoir une réponse à une question précise, mais vraiment, si je fais ça, pour le même prix, je rajoute tel et tel capteur, comme ça j'ai plus d'infos, je verrai ensuite ce que ça peut, ce que ça peut m'apporter. Un point là-dessus, on utilise aussi, et c'est très important quand vous générez de la donnée, notre savoir-faire en chemical engineering, en génie des procédés, parce que générer de la donnée, c'est bien, générer de la donnée de qualité, c'est important. Parce que si vous générez massivement de la donnée inutilisable parce qu'il y a un biais, vous n'avez rien gagné. Par exemple, vous décidez de mettre une sonde de température, mais pas de bol, votre milieu n'est pas bien agité, et vous la plaquez contre la résistance thermique. Bon, dommage, vous avez de la donnée, mais elle part directement à la poubelle. Et donc ça, c'est quelque chose pour lequel on fait attention. On est aussi dans le cadre de projets pour de la génération de données, plus forcément exclusivement sur de la donnée qui est expérimentale, mais de la donnée qui va être créée d'abord par des modèles mécanistiques pour ensuite être processée par l'IA. Donc ça, c'est typiquement un projet comme Reload qui est porté par Christian Pointès et Antoine Pradel au LGPM. Et enfin, une ambition, et ce sera la slide de conclusion juste après, on est très fort en méthode mécanistique. Le machine learning, on découvre, on s'y met, on en est content. Il y a des approches qui nous séduisent vraiment, qui sont en fait des approches d'hybridation, où vous pouvez retenir quelque part le meilleur des deux mondes. Et là, on parle par exemple de filtres de Kalman, où vous allez pouvoir insérer de la donnée dans des équations différentielles. Si on va plus loin en termes de données, vous avez les Physics Informed Neural Network, où là, vous avez beaucoup de données et visiblement des choses relativement complexes que vous pouvez gérer avec ça, ou les neurologie, je ne l'ai pas en français, qui sont en fait des approches qui là vous permettent de garder la structure mécanistique que vous aviez, parce que quelque part, la loi de Monod pour la croissance des micro-organismes, elle a une validité, vous voulez peut-être la forcer dans vos datas, mais vous arrivez
attirer tout ce que les data peuvent vous apprendre et toute la variabilité que vous pouvez avoir que le modèle mécanistique ne peut pas gérer. Et donc ça, c'est c'est vraiment quelque chose sur lequel on va, et c'est quelque chose sur lequel on va dans le cadre d'un énorme projet qui est le projet Calypso. Donc là, c'est un projet PIA3 où, sous la coupe de Sanofi, un peu tous les grands acteurs, disons, de la bioproduction française sont réunis avec l'ambition de développer de multiplier par 2 le rendement tout en divisant par 2 les temps de production des médicaments de demain. Donc ça, c'est un projet qui, pour nous, chez la bibliothèque de Centrale Supélec, est porté par Patrick Perret, et au sein duquel on est vraiment associé à Capgemini pour créer ce moyen d'atteindre ces objectifs. Et ce moyen pour le consortium, c'est vraiment l'hybridation entre mécanistique et machine learning. Et donc, c'est c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment l'avenir et qui est l'avenir de notre groupe, étant donné notre force historique et le fait qu'on se mette au machine learning. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous en prie. J'avais une question sur la toute première présentation sur l'Alsace. Ouais. Comment est-ce que vous allez donner la labelliser si chaque point de mesure, ça prend 8 à 12 heures? En fait, grosso modo, vous les mettez au frais et vous attendez d'avoir. Alors, ils ne bougent pas trop au frais, c'est ce qui est intéressant. On retire les micro-organismes pour ça, et donc on a juste le liquide, on le met à 4 degrés, et puis quand l'analyseur est libre, c'est notre tour de le charger pour 48 heures. D'accord. Ouais, voilà, en fait, grosso modo, on en fait une banque qui est au frais, et quand ça se libère, c'est notre tour, on a un ticket dans la file, on va le mettre. Un process qui prend vraiment 8 à 12 heures, et ensuite tu le recommences cette série. Non, on peut les traiter a posteriori, ce qui fait que, ouais, non, sinon c'est impossible. J'attendais à une question avec ChatGPT. Oui, j'essaie de lui faire la conclusion, il n'est pas arrivé. Je vous en prie. Ouais. C'est intéressant de se dire que c'est la méthode que les humains utiliseraient pour faire des clusters. Parce que un peu la même approche, c'est-à-dire d'avoir il y a la frontière et puis il y a le bruit. Est-ce que vous en avez essayé d'autres qui étaient peut-être moins intuitifs pour vous? Alors, pour le coup, j'ai fait ça il y a longtemps. J'ai passé à peu près toutes les propositions de scikit-learn. J'ai pas été malin. Et franchement, c'est DBScan qui est sorti, qui m'a donné les meilleurs résultats. Les autres s'en sortaient vraiment pas, sûrement à cause de problèmes de continuité qu'on peut avoir ici. Typiquement, ce genre de truc-là, ça posait pas mal de problèmes à pas mal d'algorithmes. Il y a une tendance à me merder ces 2 clusters-là. Et là, j'étais pas content. Donc DBScan était le seul qui a assez rapidement donné de bons résultats. Ouais. Et du coup, dans le futur, c'est quand même quelque chose que vous voulez de commencer à mettre avec des chercheurs pour restaurer des utilisateurs. Ça, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, là, on parle du positionnement du laboratoire. C'est pas réellement notre force, et on a plein de collègues à Centrale Supélec qui sont beaucoup plus compétents que nous. Donc je pense que là, si on a un besoin particulier, ce sera plutôt s'allier avec des gens que le faire nous en propre. Monsieur Puel. Ouais, moi j'avais une question. Le traitement spectral. Ouais. Quand on prend un appareil spectro-raman ou spectro-infrarouge, n'importe, il y a des socles de traitement de données, les méthodes PLS, etc. C'est déjà fait. Là, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'uploader les données et d'avoir son propre traitement soi-même? Des spectros avec leur PC. Alors, il y a 2 choses. Par exemple, sur la partie azote, c'est quelque chose qui avait vraiment jamais été fait. Ouais, d'accord. Et donc, il y a ça. Il y a le fait que si on le fait nous-mêmes, on peut aussi aller récupérer des équations. Et ça, c'est assez sympa pour une grosse partie de la communauté. C'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, leur dire que leur quantité de nitrate, c'est par exemple 3 fois la longueur d'onde à 180 nanomètres, moins 10 fois celle à 220. Ça permet d'avoir ce genre de choses qui sont des choses qu'on peut transmettre, qui sont quand même relativement robustes, et que les logiciels ne donneront pas forcément, parce que si on est sur une PLS qui prend tout le spectre, ce qu'on peut passer, c'est les composantes, et ça parlera globalement à personne, et c'est forcément dépendant de la base d'apprentissage. Donc ce genre d'approche nous permet d'avoir des corrélations qui peuvent être relativement robustes et transférables.
parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, si on prend le domaine du suivi chimique, en fait, des concentrations en solution, en chimie, etc., les gens utilisent des spectros, ils prennent la totalité du spectre, il y a du traitement de données sur lequel ils vont aller regarder les parties pour lesquelles il y a du signal en quantité, puis ils font donc ils font des solutions synthétiques, etc. Puis les dosages, et puis ensuite ils montent l'étalonnage, okay, puis après ils lancent. Enfin, pourquoi vouloir garder finalement, pourquoi pas utiliser la totalité du spectre plutôt que de se dire je regarde. Enfin, l'intérêt d'un spectre, c'est vraiment d'aller chercher l'information partout. Alors la totalité. Pas simplement que sur quelques longueurs d'onde. Alors la totalité du spectre, c'est des choses qui par exemple sont faites par Ning sur la partie justement où il y a le suivi glucose-éthanol. Là, c'est comment dire, c'est la différence justement entre une régression multilinéaire et une PLS. La PLS va prendre tout le spectre. Pour la partie nitrate, c'était la volonté de vraiment pouvoir sortir une corrélation qu'on pouvait utiliser et mettre dans une interface de spectrophotomètre de laboratoire vraiment bête que, grosso modo, mon doctorant arrive et utilise la routine marquée azote et il présente l'échantillon et voilà. Et là, on est limité par les performances du spectrophotomètre qui, aujourd'hui, en intégré, prend jusqu'à 8 longueurs d'onde, pas plus. Pourquoi ça me donne des équations? Est-ce que c'est pas gênant de ne pas les comprendre, de savoir quoi il faut? Alors, quand on a des équations relativement simples, comme celle qu'il peut nous donner ici avec les 3 features, on comprend quelque part ce qu'il allait chercher et il y a un petit côté un peu malin. Après, effectivement, si on a des choses qui vont avoir... Alors, j'ai d'autres choses, par exemple, ça, ici, on l'a décortiqué aussi, donc on a fait la même chose avec les pigments, mais c'est plus compliqué parce qu'on a une... Comment ça s'appelle ? Au-delà du spectre brut, on a aussi la dérivée du spectre en augmentation de données pour venir récupérer plus d'informations. Et on est sur des choses qui, même quand on a des dérivés de spectre et autres, le fait de sortir justement ces équations-là nous permet d'aller dire, bah oui, il s'est intéressé à la fois au pic de la chlorophylle qu'on a ici, qui est très marqué et qui est assez facile à lire. Mais ici, en fait, on a une soupe où on a les chlorophylles et à minima 3 autres caroténoïdes. Et là, il va prendre plutôt les et c'est des méthodes auxquelles les gens avaient pensé il y a très très longtemps, parce que quand on dérive ce genre de choses, on obtient des signaux particuliers, et l'amplitude des dérivés et des points de croisement par rapport à 0 pour la dérivée, et la localisation des points de croisement par rapport à 0 pour la dérivée, sont des choses d'intérêt. Et donc, on arrive, en fait, en sortant les équations, à se raccrocher à des explications, soit qu'on trouve assez facilement, soit que d'autres avaient, utilisé à l'état d'hypothèse autrefois, mais qui sont restés dans des vieux papiers, quoi. Et si un jour, pour reprendre un peu sur cette question, c'est un modèle qui vous sort une équation et que vous ne savez pas du tout à l'expliquer, est-ce que vous pourriez quand même envisager d'utiliser ce modèle pour l'expliquer l'utilité, c'est vraiment... Alors, là, c'est le moment où, vous savez, tant qu'on ne tue pas des gens avec ce qu'on fait, l'explicabilité en machine learning, on peut s'en moquer un peu. En vrai, l'explicabilité, c'est un vrai challenge, et ça, faut pas le minimiser, mais c'est à partir du moment où vous avez des choses qui ont des implications. Le jour où un chirurgien dit oui, j'ai pris cette décision sur la base de mon assistant IA qui m'a dit qu'il y avait 92% de chances que ça fasse rien, et la personne a eu un problème. Je veux dire, on se retourne vers la personne qui a conçu l'assistant IA, il faut expliquer pourquoi, quel biais il y avait dans le jeu d'entraînement, ce genre de choses. Nous, aujourd'hui, si on est sur traiter des échantillons, et on ne parle pas d'échantillons, hein, c'est pas des échantillons sanguins, hein, on parle de spectre pour avoir des quantités de pigments. Bon, si un jour on doit publier un correctif d'un article disant que je me suis planté de 30% sur ma chlorophylle pendant des années, voilà, je veux dire, j'en dormirai la nuit, quoi. Donc, le fait de ne pas avoir l'explicabilité pour le coup, c'est pas si grave pour nous. Vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Désolé pour le petit retard technique. Il y a un petit café, thé qui vous attend dehors, donc si vous avez d'autres questions, etc., on peut continuer l'échange juste dehors. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.